Je vous propose avec cette fiche de réfléchir à la notion de couple redox et à tous les éléments qui gravitent autour de cette notion. Donc je vous rappelle qu'un couple redox, c'est l'association d'un oxydant et d'un réducteur. Et pour que ce soit réellement un couple redox, il faut qu'un élément présent à la fois dans l'oxydant et dans le réducteur ait des nombres d'oxydation différents. En particulier dans l'oxydant, le nombre d'oxydation sera supérieur, alors que dans le réducteur, il sera inférieur. Associé à un couple redox, et c'est ainsi aussi qu'on peut montrer que c'est un couple redox, on peut équilibrer la demi-équation entre l'oxydant et le réducteur, et après avoir équilibré le centre oxydé au réduit, puis les oxygènes par H2O, puis les hydrogènes par H+, eh bien on se rendra compte que les charges ne sont pas équilibrées et qu'on aura donc besoin d'échanger des électrons, ce qui est la marque d'un couple redox. Et donc les électrons sont du côté de l'oxydant. On peut mnémotechniquement s'en souvenir avec des électrons de part et d'autre de l'égalité. Donc ceci constitue la demi-équation. Donc un couple redox, on peut l'étudier d'un point de vue thermodynamique pour commencer. En thermodynamique, on s'occupe d'énergie. En l'occurrence, pour un couple redox, au lieu d'énergie, on va parler de potentiel. Et que mesure ce potentiel? Eh bien, il va mesurer ce qu'on va appeler le pouvoir oxydant, c'est-à-dire la capacité d'un élément à capter des électrons, ou le pouvoir réducteur, c'est-à-dire la capacité d'un élément à faire la chose inverse, c'est-à-dire à céder des électrons. C'est ce qu'on appelle le pouvoir oxydant ou le pouvoir réducteur. Donc potentiel, le potentiel d'un couple, va mesurer le pouvoir oxydant ou le pouvoir réducteur de ce couple. Pour étudier ce potentiel, on va pouvoir se passer dans deux types de conditions. Tout d'abord, les conditions dites standards, dont je vous rappelle que ça concerne les corps purs, ou alors pour des solutés à une activité est égale à 1, ou pour un gaz sous un bar, ou alors on pourra s'intéresser ultérieurement aux conditions réelles, c'est-à-dire avec des concentrations telles que nous les avons fabriquées, à la pression à laquelle on travaille, bref, les conditions réelles. Nous allons commencer par étudier les conditions standards, et donc le potentiel d'un couple dans les conditions standards, eh bien, il s'appelle le potentiel standard, il se mesure en volts, E0, et il est toujours exprimé à pH égale 0, qui sont, entre guillemets, les conditions standards de pH. Donc, nous allons commencer ce travail par étudier ce qu'on peut faire de ce potentiel, c'est-à-dire de ce pouvoir oxydant au réducteur, à partir des potentiels standards. Donc je vais étudier ce côté de la fiche. À partir des potentiels standards, chaque couple ayant un potentiel standard différent, puisqu'ils ont une capacité à accepter ou à donner des électrons différents, nous allons pouvoir construire ce qu'on appelle une échelle des potentiels standards, qui est construite ici. Donc imaginons deux couples oxydant réducteur, oxydant 1, réducteur 1, oxydant 2, réducteur 2, pour lesquels nous avons trouvé des valeurs de potentiel standard, dont l'une est supérieure à 0, et l'autre ici est inférieure à 0. Alors pourquoi supérieur, inférieur à 0? Parce qu'il a fallu décider d'une référence des potentiels standards, et pour cette référence, il a été choisi le couple H plus H2, et c'est à ce couple H plus H2 qu'on attribue la valeur E0 à pH égale 0 est égal à 0. Et donc en clair, les pouvoirs oxydants au réducteur sont comparés par rapport à H plus H2 dans un premier temps sur cette échelle de potentiel standard. Donc on voit ici que l'oxydant 1 a un potentiel supérieur à celui de H+, et bien tout ce domaine ici constituera, ce domaine que j'ai marqué en rouge ici, va constituer le domaine dans ce qu'on pourra qualifier des oxydants forts et inversement des réducteurs faibles. Par contre, si le potentiel standard d'un couple est inférieur à 0, on pourra subodorer que le réducteur qui est plus fort que le réducteur H2, parce que là, pour les valeurs négatives, on va pouvoir comparer les réducteurs. On est ici pour des potentiels standards inférieurs à 0, dans le domaine dans ce qu'on pourrait qualifier des réducteurs forts ou oxydants faibles. Tout ceci étant bien sûr tout à fait relatif. L'intérêt surtout, c'est en oubliant ce couple H plus H2, c'est de comparer, quelle que soit la position des potentiels standards sur l'axe. Par exemple, on pourrait avoir deux couples de potentiels standards positifs, deux couples de potentiels standards négatifs, mais l'intérêt est de comparer la position d'un couple par rapport à un autre pour prédire la réaction qui pourrait avoir lieu. En effet, en ayant placé ici les oxydants dans la colonne de gauche
en les ayant mis au-dessus du trait qui marque la valeur du potentiel standard, et les réducteurs dans la colonne de droite en dessous du trait qui est marqueur de la valeur du potentiel standard, eh bien on peut deviner que la réaction de l'oxydant 1 sur le réducteur 2 donnera alors l'oxydant 2 sur et le réducteur 1. On appelle cette règle la règle du gamma, et on peut prédire, ou du moins on prétend prédire, que cette réaction de l'oxydant 1 sur le réducteur 2 sera a priori très favorisée. Alors il faut se méfier parce que ce potentiel standard est une valeur dans les conditions standards, parfois très éloignée des conditions réelles, et donc les conclusions qu'on peut tirer de cette échelle de potentiel standard, elles sont parfois approximatives par rapport à la réalité. Pour finir, il y a une deuxième chose qu'on peut tirer de ces valeurs de potentiel standard, c'est les propriétés intrinsèques de ce couple redox et de cette demi-équation. On sait qu'à toute réaction redox, on peut associer un delta Rg0 et une constante d'équilibre, qui sont les propriétés intrinsèques thermodynamiques d'une réaction. Eh bien, on peut se permettre de faire la même chose en demi-équation redox. Donc, on peut définir un delta Rg0 oxydant réducteur égale moins NFE0, ça se démontre. On peut démontrer que la variation d'enthalpie standard de la demi-équation redox est égale à moins n le nombre d'électrons échangés, F le Faraday, c'est-à-dire le nombre de coulombs dans une mole d'électrons, 96 500 coulombs, le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron, fois E0. Et donc, pour toute demi-équation, attention, écrite dans le sens Ox-Donred, delta Rg0 de cette demi-équation dans ce sens-là vaut moins NFE0. Et comme delta Rg0 égale moins RT log népérien de K0, eh bien on peut se permettre aussi de définir une constante d'équilibre pour cette demi-équation redox écrite dans le sens Ox-Donred, et on montrerait que c'est égal à 10 puissance plus le nombre d'électrons échangés sur 0,06 fois E0. Attention aux erreurs de signe, delta Rg0 il y a un signe moins, K0 il y a un signe plus. Souvenez-vous de l'expression delta Rg0 égale moins RT log de K, il y a donc une opposition de signes entre delta Rg0 et K, c'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. Donc voilà tout ce que nous pouvons exprimer à propos du couple redox en thermodynamique dans les conditions standards. Maintenant, dans les conditions réelles, le potentiel n'est plus le potentiel standard, il est ce qu'on appelle le potentiel de Nernst. En clair, on peut corriger la valeur du potentiel standard par les conditions réelles en raison de ce terme en log. Donc je l'ai noté ici de façon générique entre guillemets ox sur entre guillemets red, ce qui signifie ox, le produit des activités de toutes les espèces qui sont du côté de l'oxydant. Par exemple, avec le couple MnO4- Mn2+, vous auriez du MnO4-, vous auriez des H+, et donc c'est pi sur i des activités élevées à la puissance de la molécularité, la valeur absolue du coefficient stoichiométrique, divisé par la même chose, le produit sur i des activités de tout ce qui est du côté du réducteur. Cette relation s'appelle la relation de Nernst. Par d'erreur de signe, s'il vous plaît, il y a bien un plus. Donc E de Nernst égale E0 plus 0,06 sur n log de Ox sur red en version abrégée. Eh bien, le potentiel de Nernst a la même valeur que le potentiel standard, sauf que il lui est supérieur puisqu'il tient compte des conditions réelles. Il va nous traduire le pouvoir oxydant ou le pouvoir réducteur en fonction des concentrations et en particulier des valeurs de pH. Donc ça vaut le coup d'étudier un peu plus avant ce que ça donne. Donc, pour étudier un petit peu plus avant ce que ça donne, en plus des conditions réelles, on va se proposer de faire un graphe qui sera l'équivalent d'une échelle, mais pour pouvoir faire ce tracé, on s'est rendu compte que ce qui influe énormément sur le potentiel de Nernst, c'est le pH, et donc il faut s'abstenir des termes en concentration de l'oxydant et concentration du réducteur. C'est pour ça qu'on va créer en réalité ce qu'on va appeler des conditions frontières, qui seront, et je vous invite à vous ramener à votre cours sur le diagramme potentiel pH, des conventions qui sont choisies, soit des égalités de concentration entre l'oxydant et les réducteurs sur la frontière, soit des valeurs numériques arbitrairement choisies, C égale 0,1 mol par litre par exemple. Donc on va appliquer des conditions frontières aux concentrations de l'oxydant et du réducteur, de sorte que le seul terme variable là-dedans sera éventuellement, pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours des H+, sera éventuellement H+, et donc on obtiendra
une expression du potentiel frontière en fonction du pH, qui sera une expression affine. Eh bien, le tracé de ces expressions affines du potentiel frontière en fonction du pH s'appelle le diagramme potentiel pH. Donc, ce diagramme potentiel pH, on peut en proposer le tracé pour un premier couple. Vous avez ici un tracé pour le couple OX1 RED1. J'ai écrit les deux mentions. Pourquoi ai-je mis OX au-dessus et RED en dessous de cette ligne tracée? Bien, tout simplement parce que sur la frontière, on va considérer en première approximation que la concentration en oxydant est égale à la concentration en réducteur. Conclusion dans le rapport ici, ils disparaissent. Mais si moi, donc sur le tracé qui est ici, vous avez l'égalité des concentrations. Mais maintenant, si moi, je décide de mettre plus d'oxydant qu'il n'en apparaît ici, sur la frontière, le log ici va forcément devenir supérieur à 1. Il va augmenter ce log. Donc si ce log augmente, le potentiel augmente, ça veut dire que je vais être au-dessus du potentiel. Donc de l'expression du potentiel de Nernst, à comparer avec l'expression du potentiel frontière, on en déduit qu'au-dessus de la frontière, ça sera toujours le domaine de l'oxydant. Mnémotechniquement, c'est très facile. Au-dessus du trait, vous avez l'oxydant. Au-dessus du trait, vous avez l'oxydant. Il y a une homogénéité. Quel que soit le trait que vous tracez, au-dessus, il y a l'oxydant. Donc, oxydant, réducteur, oxydant, réducteur. Et l'intérêt de ces diagrammes potentiel pH, c'est justement de comparer les couples entre eux. Et donc ici, je vais comparer avec un autre couple, dont le tracé, on le voit, la pente, il n'y a aucune dépendance en pH, puisque vous avez le même potentiel partout, ça veut dire que dans la demi-équation, il n'y avait pas de H+, et donc le tracé du potentiel frontière est une horizontale. Donc j'ai mis les oxydants au-dessus, le réducteur en dessous. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous constatez ici qu'il y a un pH de croisement, et que ce pH de croisement fait que dans le domaine ici de pH qu'on va qualifier d'acide, l'oxydant 1 a un domaine disjoint du réducteur 2, c'est-à-dire que l'oxydant le plus puissant dans ce milieu, celui qui a le pouvoir oxydant le plus élevé, exactement comme ici, c'est l'oxydant 1. Le meilleur réducteur, c'est le réducteur 2. Et donc, si éventuellement vous mélangez ces quatre espèces, eh bien, vous aurez le meilleur accepteur d'électrons qui prendra les électrons au meilleur donneur d'électrons, c'est-à-dire le meilleur réducteur. Donc mnémotechniquement, si deux espèces ont des domaines disjoints, elles réagissent ensemble pour donner les deux autres. Et donc on peut faire une espèce d'analogie avec la règle du gamma. L'oxydant 1 va réagir sur le réducteur 2 pour donner l'oxydant 2 et le réducteur 1 qui, eux, ont un domaine commun et donc pourront coexister avec un potentiel final dans la solution qui sera quelque part dans ce domaine. Mais si vous passez en pH beaucoup plus élevé, vous vous rendez compte que les deux courbes s'étant inversées, c'est finalement l'oxydant 2 à pH élevé qui a le plus fort pouvoir oxydant et le réducteur 1 qui a le plus fort pouvoir réducteur. Et à ce moment-là, ce sont ces deux-là qui ont un domaine disjoint, de telle sorte que la réaction qui va avoir lieu, c'est oxydant 2 sur réducteur 1, donnera oxydant 1 et réducteur 2. Et donc, on voit que contrairement à ce qu'on aurait pu prévoir ici, où systématiquement une seule réaction est censée avoir lieu, eh bien on peut voir qu'en fonction du pH, les réactions susceptibles de se produire sont susceptibles d'être inversées. Les diagrammes potentiels pH donnent des conclusions beaucoup plus fiables que les diagrammes en échelle de potentiel standard qui donnent des conclusions parfois erronées. Donc nous en avons ici fini avec toutes les données thermodynamiques et tout ce qu'on peut tirer en thermodynamique de la notion de couple redox et surtout de la notion de potentiel standard dans les conditions standards ou de potentiel de Nernst dans les conditions réelles. Cela étant, la thermodynamique est parfois gênée par la cinétique. Et donc en clair, à la thermodynamique, il faut ajouter des éléments de cinétique et donc un couple redox peut s'étudier aussi en mélangeant thermodynamique et cinétique. Et comment fait-on ce genre d'études? Eh bien, vous en avez ici les schémas à gauche et à droite. On fait des tracés intensité potentielle. Donc, je ne rappelle pas ici la méthode de ces tracés intensité potentielle. Par contre, puisque je travaille sur les couples redox, je veux insister ici sur les deux types de couples redox. Nous allons avoir ce qu'on va trouver ici à gauche, des couples redox dits rapides.
Alors, qu'est-ce qu'un couple redox rapide? Et surtout, comment le voit-on dans un diagramme intensité-potentiel? Je vous rappelle qu'un diagramme intensité-potentiel sert à déterminer si, lorsque, par exemple, je suis dans le domaine du réducteur 1 ici, et que j'augmente le potentiel d'une électrode qui plonge dans une solution de réducteur 1, théoriquement, quand je passe ici ce potentiel frontière qui est certainement très proche du potentiel de Nernst dans les conditions, théoriquement, je devrais obtenir l'oxydant 1. Eh bien, si je calcule le potentiel de Nernst d'un couple donné et que j'augmente le potentiel, donc vous voyez ici, j'augmente le potentiel, eh bien théoriquement, mon réducteur devrait céder ses électrons, se transformer en oxydant. Et dans un circuit d'électrolyse, ça, c'est censé donner un courant. Comme c'est une oxydation, c'est un courant qu'on va appeler anodique, et ici, vers le haut, on va tracer les courants anodiques. Eh bien, si la prévision thermodynamique se révèle exacte, c'est-à-dire si en dépassant le potentiel de Nernst, aussitôt on constate que le réducteur se transforme en oxydant et qu'on voit apparaître un courant dans le circuit, on dira donc que c'est un couple rapide. Le potentiel à partir duquel le courant devient non nul s'appelle le potentiel seuil. Donc j'ai choisi ici un couple rapide pour lequel le potentiel seuil égale le potentiel de Nernst. C'est le critère des couples rapides. Je vous ai donné ici un deuxième couple pour lequel on a la même propriété, c'est-à-dire que si on calcule le potentiel de Nernst, il est là, je l'ai placé sur l'échelle de potentiel, puis j'ai fait l'électrolyse et je regardais à partir de quel potentiel du courant circule pour fabriquer l'oxydant. Je constate que que le courant apparaît dès que le potentiel de l'anode dépasse la valeur du potentiel de Nernst. C'est donc que le potentiel seuil, c'est-à-dire le potentiel à partir du moment duquel le courant devient non nul, est égal au potentiel de Nernst, ça sera un couple rapide. J'ai la même chose dans l'autre sens, donc ici je vous ai marqué ce qui se passe lorsque on a un courant anodique. Si on a un courant anodique, c'est donc qu'il se produit une oxydation. Et vous constatez que le courant augmente au fur et à mesure que le potentiel augmente, mais qu'à un certain moment, ce courant éventuellement subit un palier. Donc sur la courbe verte ici, vous avez un palier de courant, et sur la courbe rose ici, vous n'avez pas de palier de courant. Parce que pour que l'échange d'électrons ait lieu, pour que le réducteur puisse céder son électron, il faut qu'il soit collé à l'électrode. Et donc, il faut qu'il arrive à l'électrode. Et au bout d'un moment, on aura épuisé les espèces en bordure de l'électrode et la vitesse de la réaction, c'est-à-dire mesurée par le courant mesuré, va saturer et subira ce qu'on appelle un palier de diffusion. Ce courant sera directement lié à la vitesse des espèces en solution. La hauteur de ce palier de diffusion est proportionnelle à la concentration de l'espèce. Ici, par contre, sur la courbe rose, vous remarquez que j'ai pas écrit de palier de diffusion. En effet, les espèces n'ont pas forcément besoin de diffuser dans la solution pour que la transformation se fasse. Et bien, c'est le cas, par exemple, d'une électrode d'un réducteur métal qui s'oxyde, le métal constitutif de l'électrode. Et donc, effectivement, le métal est toujours là, il n'y a aucun problème de diffusion, et vous aurez ici un mur de potentiel lié au métal. On a exactement le même phénomène si c'est le solvant est tout le temps présent autour de l'électrode et on n'a pas ce phénomène de palier de diffusion. Donc on a un mur de solvant ou un mur de métal lorsque dans ces cas-là. Donc palier de diffusion quand l'espèce est dissoute en transformation. Si l'oxydant est dissous lui aussi, eh bien on aura aussi un palier de diffusion dans le sens de la réduction. Donc vous remarquez aussi que dès qu'on passe le potentiel de Nernst, on observe un courant non nul. Le potentiel seuil égale le potentiel de Nernst. Dans le sens de la réduction aussi, c'est la condition pour avoir un couple rapide. Pour le couple rose, j'ai choisi de dire que l'oxydant prime était dissous, et donc on a un mur dans le cas de l'oxydation, mais on va avoir un palier de diffusion dans le cas de la réduction. Donc, couple rapide, ça veut dire potentiel seuil égale potentiel de Nernst, dans les deux cas, complètement indépendant du fait que nous puissions avoir un palier de diffusion ou pas. Qu'advient-il lorsque les couples sont lents?
Donc je vais étudier cette fois-ci les couples lents. Étudions par exemple la courbe bleue qui a été tracée ici. Sur cette courbe bleue, on a calculé le potentiel de Nernst. Il est situé là. Et on constate que lorsque le potentiel diminue après le potentiel de Nernst, donc quand le potentiel diminue après le potentiel de Nernst, on est censé avoir un courant de fabrication du réducteur, un courant cathodique. Eh bien, vous constatez ici que ce courant cathodique n'est pas présent. Pourquoi n'est-il pas présent? C'est la caractéristique du couple lent. En réalité, il va falloir rajouter ce qu'on va appeler une surtension, c'est-à-dire un décalage par rapport au potentiel de Nernst, pour atteindre le fameux potentiel seuil, c'est-à-dire le potentiel à partir duquel on observe le courant, que j'ai indicé ici ESC pour E seuil cathodique, et que la transformation de l'oxydant qui donne le réducteur soit possible. Vous remarquez que je n'ai pas fait de palier de diffusion, sous-entendu l'oxydant était le solvant. Inversement, à partir du potentiel de Nernst, est-ce que j'ai aussitôt une montée en courant pour avoir l'oxydation? Pas du tout. Vous constatez qu'il faut rajouter un certain courant pour atteindre le potentiel seuil. Ce potentiel seuil, il est ici. Donc il a fallu rajouter un potentiel pour atteindre ce potentiel seuil. Ce potentiel s'appelle une surtension. Cette fois-ci, c'est une surtension pour réaliser l'oxydation. On va l'appeler une surtension anodique. L'oxydation qui se réalise, j'ai à nouveau un mur. Le réducteur était supposé être le solvant. Il s'est transformé en son oxydant associé. Et donc vous avez ici les deux surtensions, surtension cathodique et surtension anodique, caractéristiques d'un couple lent. Il n'est pas besoin de travailler avec des solvants pour avoir un couple lent, ça fonctionne avec n'importe quel type de couple, y compris ceux qui présentent un palier de diffusion. Donc c'est la deuxième courbe que je vous ai tracée ici en orange. Le potentiel de Nernst se calcule ici, c'est la limite que je vous ai mise là. Et vous constatez que pour atteindre le potentiel seuil, c'est-à-dire celui à partir duquel on a un courant, eh bien il y a un décalage. Ce décalage, c'est la surtension, et le potentiel seuil cathodique n'est atteint qu'à cette valeur-là. La différence entre les deux, c'est la valeur de la surtension. De l'autre côté, c'est pareil. Pour pouvoir observer une oxydation, c'est-à-dire avoir le potentiel seuil anodique, il faut introduire une surtension que voilà. Donc nous avons ici aussi une surtension anodique, une surtension cathodique. Vous remarquez la dissymétrie, on peut avoir des valeurs complètement différentes en surtension anodique et surtension cathodique. Et ce couple-là, en plus, se fait, je ne les ai pas mentionnés parce qu'il n'y avait plus beaucoup de place, se fait entre espèces dissoutes en solution, de sorte que vous avez un palier de diffusion de l'oxydant qui doit arriver à l'électrode pour prendre un électron et se transformer en son réducteur, ou du réducteur, ici orange, dissous, qui doit arriver à l'électrode pour céder son électron à l'électrode. Je rappelle que la hauteur du palier de diffusion est proportionnelle à la concentration de l'espèce en solution. Donc, ce qui caractérise les couples lents, c'est la présence de surtensions. Les surtensions se notent nu-C, surtension cathodique. Ici, diminution du potentiel nécessaire plus que le potentiel de Nernst pour atteindre la réduction. Et les surtensions anodiques qui décalent les potentiels vers la droite par rapport au potentiel de Nernst, vers les hautes valeurs de potentiel, dites surtension anodique, notées NUA. Je précise qu'ici, j'ai parlé de surtension anodique et cathodique à courant nul, c'est-à-dire qui amène au potentiel seuil, celui à partir duquel le courant est non nul. Vous trouverez des potentiels seuils pour certaines valeurs de courant, donc il faudra choisir la valeur du courant et hop, vous amènerez la surtension jusqu'à la valeur du courant nécessaire. Voilà tout ce que nous pouvons tirer, tout ce que nous pouvons caractériser à propos d'un couple redox. Donc, je récapitule. Un couple redox en thermodynamique est caractérisé par E0 qui permet de faire une échelle des potentiels standards qui est imparfaite. Mais ce E0 a le mérite de nous caractériser la demi-équation par sa constante dans le sens Ox down red égale 10 puissance n sur 0,060 et delta Rg0 Ox down red égale moins NFE0. En conditions réelles, on a la valeur du potentiel qui est donnée par la relation de Nernst, E Nernst égale E0 plus 0,06 sur n log de Ox sur red. En appliquant des conditions frontières, on va trouver des équations E frontière égale F de pH, de telle sorte qu'on pourra tracer un diagramme potentiel pH.
qui n'est finalement qu'un continuum d'échelle de potentiel à tous les pH possibles et qui montre que des inversions de réactions sont parfois possibles avec la règle que l'oxydant et le réducteur qui ont des domaines disjoints réagissent entre eux pour donner l'oxydant et le réducteur associés qui ont un domaine commun. Ensuite, il faut allier la cinétique à la thermodynamique. On a parfois des réactions qui sont possibles d'un point de vue thermodynamique et qu'on n'observe pas, tout simplement parce qu'il y a un phénomène de surtension, tel qu'il vous a été présenté ici, dans le cas de couples lents. Donc, les couples lents sont caractérisés par l'existence de surtension, alors que les couples rapides sont caractérisés par le fait que le potentiel seuil égale le potentiel de Nernst. En clair, toute prévision thermodynamique de réactivité pour les couples rapides est valide, on est sûr que ça aura lieu. Dans le cas des couples lents, on risque d'avoir des soucis cinétiques.